Maman, tu es contente de la maison que je t'ai offerte au bord du lac? Ces mots sont tombés sur moi comme un coup de tonnerre ce soir-là, à la table de Noël. Je suis restée figée, la main posée sur la nappe, le regard plongé dans celui de mon fils unique, Julien. La maison? Quelle maison? Même ma voix tremblait quand j'ai murmuré: « Quelle maison, mon chéri? Je n'ai jamais rien reçu. » Julien s'est redressé, les sourcils froncés, visiblement déstabilisé. À ses côtés, Caroline a posé sa main sur son bras, ses ongles parfaitement vernis, et a glissé d'une voix douce: « Je suis contente que tu sois là, maman. » Mais dans ses yeux brillait une lueur que je connaissais bien. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple question ce soir de Noël réduirait en miettes toutes mes illusions. Depuis 2 ans, je survivais comme je pouvais avec ma maigre retraite, quelques heures de secrétariat à la mairie pour compléter mes revenus, des économies sur mes médicaments pour l'hypertension, le même manteau râpé hiver après hiver. Je me disais toujours que c'était provisoire, qu'un jour ça irait mieux. Julien avait bâti sa réussite à la force du poignet. À 38 ans, il dirigeait une société d'ingénierie réputée avec des bureaux à Paris et Lyon. J'étais si fière de lui, même si nos conversations se résumaient à de rapides coups de fil, où il me parlait de clients et de contrats. Après la mort de son père 3 ans plus tôt, il s'était plongé dans le travail. Je comprenais. Chacun vit son deuil à sa façon. Ce Noël-là, la maison sentait la cannelle et les herbes. J'avais passé ma journée à cuisiner pour lui comme autrefois, achetant ses plats préférés quitte à me priver la semaine suivante. Je voulais que tout soit parfait, même si je savais qu'il ne resterait pas longtemps. Il n'était pas venu me voir depuis 4 mois. Quand Julien a franchi la porte, il portait un manteau de laine qui devait coûter une petite fortune et un sourire éclatant. Derrière lui, Caroline avançait dans son manteau crème, ses talons claquant doucement sur le carrelage, les cheveux blonds impeccables. « Maman, ça sent si bon !» Julien m'a embrassé brièvement avant que je l'aide à retirer son manteau. Caroline m'a souri, ce sourire poli et distant qu'elle affichait toujours. J'ai hoché la tête et nous avons pris place à table. Julien a parlé de son dernier projet sur la Côte d'Azur, des clients étrangers, des négociations prévues à Bruxelles. Caroline ponctuait ses phrases en évoquant leurs vacances à Saint-Orin et les travaux dans leur appartement haussmannien. Je hochais la tête, souriais, même si chacune de leurs paroles creusait un peu plus la distance entre eux et moi. Puis, en servant la bûche de Noël, Julien a penché la tête, m'a souri et a lâché: « Maman, je voulais te demander, tu es contente de la maison du lac que je t'ai offerte pour ton anniversaire il y a 2 ans? Je sais combien tu as toujours aimé l'eau. » Le plat m'a glissé des mains. J'ai cru que le temps s'arrêtait. Je l'ai regardé, incrédule. La maison? Quelle maison, Julien? Je n'ai jamais rien reçu. Le sourire de mon fils s'est figé. Il a jeté un œil à Caroline, assise à côté de lui. Elle, immobile, s'est levée brusquement. « Oh, j'ai oublié un appel pour demain. Excusez-moi. » Elle a filé dans la cuisine, téléphone collé à l'oreille. Julien me regardait intensément, perturbé. J'ai répété calmement: « Je vis au jour le jour. Je rationne mes médicaments. Je ne mets jamais le chauffage à plus de 18 degrés C. » Le visage de mon fils s'est vidé de tout sang. Il s'est levé d'un bond. « C'est impossible. Maman. J'ai tous les documents. » Tout a été transféré. De la cuisine, la voix basse de Caroline m'est parvenue. Je n'entendais pas les mots, mais le ton trahissait sa nervosité. Julien lui a jeté un regard puis s'est dirigé vers elle. Lorsqu'ils sont revenus dans la salle, la tension était palpable. Julien a sorti son téléphone et appelé son assistante. En haut-parleur, la jeune femme a confirmé: « Oui, monsieur. La maison du lac à Annecy a bien été transférée au nom de votre mère et les versements mensuels ont été faits sur le compte dont votre épouse m'avait donné les coordonnées. » Julien a pâli. « Donné par ma femme », a-t-il murmuré. Je me suis levée, jambes tremblantes, mais ma voix est restée calme. « Caroline, où est ma maison ?» Elle a baissé les yeux, son masque fissuré. Un flot d'excuses, de justifications, des histoires sur ses parents malades, des dettes, sa famille qui aurait eu besoin d'aide. Mais je voyais la vérité dans ses yeux, elle avait pris ce qui m'était destiné. Ce Noël, que j'avais rêvé d'unité et d'amour, est devenu le jour où ma famille a éclaté. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assise sur le bord de mon lit, je regardais la neige tomber doucement sur la rue déserte. La voix de Julien résonnait encore dans ma tête, mêlée à celle de Caroline, à ses mensonges et à ce visage qui s'effondrait sous le poids de la vérité. Je revivais tout comme un vieux film dont on ne peut détourner les yeux. J'ai pensé à ma jeunesse,
À ce temps où tout semblait encore possible. Fille discrète de la banlieue parisienne, fille d'un cheminot et d'une couturière, j'avais grandi dans une petite maison où on s'aimait plus qu'on ne possédait. J'avais 20 ans quand j'ai rencontré Henri. Il avait cette façon de regarder droit dans les yeux, de faire sentir que vous comptiez vraiment. Il travaillait sur les chantiers, main dure et abîmée, mais un cœur doux comme un pain chaud. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions l'envie. On a loué un petit appartement dans le 14e arrondissement, avec une cuisine si minuscule que je devais tourner de profil pour y entrer. Le soir, je cousais encore pour arrondir les fins de mois et Henri rentrait noir de poussière. Mais il me prenait toujours dans ses bras avant même de retirer ses bottes. Puis Julien est né, notre fils, un petit miracle. Il avait ses yeux à lui, bleus comme la mer, et mes mains. Quand je l'ai tenu pour la première fois, j'ai compris qu'il n'y aurait jamais plus rien d'aussi important que ce petit corps lové contre moi. On s'est battus tous les deux pour lui offrir mieux que nous. Henri travaillait la semaine, et moi j'avais repris un mi-temps dans un bureau pour assurer un revenu stable. Chaque centime comptait. Quand on a pu, on a quitté Paris pour la banlieue, pour cette petite maison à Arpajon. Je me souviens du jour où nous avons tourné la clé dans la serrure. Henri a posé ses mains sur mes épaules, sourire fatigué aux lèvres. Elle est à nous, on y arrivera. On a tout retapé à la main. Les murs avaient besoin d'amour, le toit de quelques tuiles, mais c'était chez nous. Julien a grandi entre ces murs. Les samedis matins, il dévalait l'escalier en pyjama, les cheveux en bataille, courant vers la cuisine en criant « Maman !». Je lui préparais des tartines beurrées et le regardais en silence. Le coin de ses lèvres trahissait toujours un bonheur discret. Je travaillais tard le soir pour qu'il ait de beaux habits pour la rentrée, des livres neufs, des vacances au bord de la mer 1 fois par an. Henri économisait tout ce qu'il pouvait et trouvait toujours une solution, même quand la chaudière tombait en panne ou que la voiture lâchait. Julien était intelligent, vif, respectueux. Je me souviens encore du jour où il m'a dit « Quand je serai grand-maman, je prendrai soin de toi. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler. » Je l'ai cru et me suis accrochée à cette promesse pendant des années. Les années ont passé. Il a eu son bac avec mention puis il est entré en école d'ingénieur. Je triais mes tickets de caisse, renonçais à certaines choses pour payer son logement, ses manuels. Henri avait déjà mal aux poumons, mais il continuait à travailler, à faire des heures supplémentaires. On ne s'est jamais plaint. On voulait juste le voir réussir. Quand Henri est mort, tout s'est figé autour de moi. Le jour des obsèques, Julien m'a pris la main très fort et murmuré « Je suis là, maman. Maintenant c'est moi qui m'occupe de toi. » J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Je portais mon deuil, mais je gardais en moi cette certitude, Julien tiendrait sa promesse. Et les premiers mois, il a été là. Il m'appelait souvent, venait déjeuner le dimanche. Puis il a rencontré Caroline, une jeune femme belle, ambitieuse, toujours tirée à 4 épingles. Son élégance me mettait mal à l'aise. Mais Julien était heureux, alors je l'ai accepté, comme une mère doit accepter. Je l'ai aidé pour leur mariage. J'ai mis la main à la pâte, payé la robe de la mariée et la moitié de la réception. Je voulais qu'il ait ce que je n'avais jamais eu. Les mois ont passé et peu à peu, je me suis sentie reléguée au second plan. Les appels de Julien se faisaient plus rares, les visites aussi. Et moi, je me disais, c'est normal, ils ont leur vie maintenant, tant que lui est heureux. Mais à chaque facture, à chaque boîte de médicaments que je devais couper en 2 pour tenir, à chaque repas où je me contentais d'une soupe claire pour économiser, je me demandais si Julien se souvenait encore de sa promesse. Ce Noël-là, quand il m'a demandé « Tu es contente de la maison que je t'ai offerte ?» une partie de moi s'est effondrée. J'ai compris qu'il croyait avoir tenu sa promesse, et que tout ce temps, celle qui souriait à ma table m'avait tout pris. Et maintenant, je repensais à tout le chemin parcouru, à chaque sacrifice, à chaque nuit d'angoisse, à chaque sourire forcé. Est-ce pour ça que j'ai tout donné ? Je ne savais pas encore ce que je ferais, mais une chose était certaine, cette fois, je ne me laisserai plus voler ce qui m'appartient. Après ce Noël, rien ne fut plus pareil. Julien et Caroline étaient repartis comme si de rien n'était après un dîner pesant, ponctué de silences gênés et de sourires forcés. Ils m'avaient embrassé sur le pas de la porte, murmuré « On va éclaircir tout ça, maman, promis. » Mais ses yeux semblaient fuyants. Caroline, elle, n'avait même pas croisé mon regard. Les jours suivants, j'ai attendu un appel. Rien. Une semaine plus tard, un message laconique sur le répondeur, on regarde les papiers. Caroline se charge de tout. Ne t'inquiète pas. Dans sa voix, je sentais déjà la distance s'installer. J'ai continué ma routine, comme si de rien n'était.
Le matin, je partais travailler quelques heures à la mairie pour tenir mes comptes. L'après-midi, je faisais mes courses en comptant chaque centime, choisissant la marque la moins chère. Les soirs d'hiver, emmitouflé dans un vieux gilet, je refusais d'allumer le chauffage au-delà de 18 degrés. Puis il y a eu la première visite de Caroline, un mercredi soir. Toujours tirée à 4 épingles. Elle est arrivée avec une pochette en cuir pleine de papier. Elle n'a même pas pris le temps de s'asseoir ni de retirer son manteau. « J'ai préparé tes affaires pour toi, il ne reste plus qu'à signer, dit-elle. J'ai pris la pochette lentement, feuilleté les pages. Des chiffres, des termes juridiques, je ne comprenais pas tout. Qu'est-ce que c'est exactement ? Murmurai-je. Elle a souri, mécanique. Oh, des formalités. J'ai mis tout à ton nom pour que tu sois tranquille. Fais-nous confiance. Elle tendit le stylo. J'ai senti ses yeux briller d'impatience. J'ai posé le stylo sur la table. Je préfère attendre que Julien m'explique, dis-je. Elle soupira, agacée. Maman, pourquoi compliquer les choses ? On fait ça pour toi. Tu n'as plus l'âge de gérer seule. Ces mots résonnaient dans ma tête longtemps. Tu n'as plus l'âge. Elle est repartie, vexée, claquant presque la porte. Et moi, je suis restée seule dans ma cuisine, la pochette sur la table. Les semaines suivantes, elle revenait, toujours plus sèche, plus pressée. À chaque visite, une remarque. Tu devrais penser à vendre cette vieille maison. Tu ne peux pas t'en occuper correctement. Julien et moi savons mieux ce qu'il te faut. Je me taisais. Je supportais. Mais à chaque mot, à chaque regard condescendant, je sentais une fissure grandir en moi, une douleur sourde prête à éclater. Et puis, un soir, en rangeant la pochette, je suis tombée sur un mot griffonné dans la marge. Un mot qui m'a glacée, donation. J'ai refermé la pochette tremblante. Il ne s'agissait pas de m'aider. Il s'agissait de me dépouiller. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assise au bord de mon lit, la pochette sur mes genoux, le mot donation tournait dans ma tête comme un glas. J'ai relu la pochette encore et encore. Mes doigts tremblaient, mais mon esprit s'éclaircissait à mesure que les mots prenaient sens. C'était bien une donation complète et irrévocable. Un acte par lequel je leur laissais tout, ma maison, mes comptes, ma signature, et moi, rien. À 70 ans, je n'aurais plus rien. Caroline avait pensé à tout. Même ma propre signature avait déjà été imitée sur les exemplaires qu'elle voulait me faire valider. Elle avait anticipé mes questions, préparé ses sourires, ses prétextes, et moi, pauvre idiote, j'avais failli signer, aveuglée par la culpabilité et la peur d'être un fardeau. Mais pas cette fois. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, la tête encore lourde mais déterminée. J'ai enfilé mon manteau et suis sortie dans l'air glacé de janvier. La rue endormie d'Arpajon semblait attendre mon pas décidé. Devant la boulangerie déjà ouverte, j'ai pris une longue inspiration. Il fallait que je redevienne celle que j'avais été, la jeune secrétaire rigoureuse, la mère courage, la femme qui ne se laisse pas marcher dessus. Je suis allée chez Maître Dumas, le notaire du quartier que je connaissais depuis toujours. C'est lui qui avait réglé la succession d'Henri et m'avait conseillé lors de l'achat de cette maison. Je savais qu'il était droit, discret, incorruptible. Madame Lemoine, ça faisait longtemps. Je me suis assise, posant la pochette sur son bureau. On veut me faire signer ça, et je crois qu'on m'escroque, maître. Il a lu les documents attentivement, sans un mot. Puis il a levé les yeux. Vous avez raison de vous inquiéter. Cet acte est une donation pure et simple. Une fois signé, vous perdriez toute propriété. Vous deviendriez simple occupante, à leur bon vouloir. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé la tête haute. Je ne signerai pas, maître. Il a hoché la tête, compréhensif. Nous allons préparer un document opposable, pour protéger votre bien tout en laissant croire que vous coopérez. Je vais aussi inscrire une opposition conservatoire au registre des hypothèques. Ils ne pourront rien faire tant que la situation n'est pas clarifiée. Pour la première fois depuis longtemps, un poids s'est levé de mes épaules. Je me sentais moins seule. De retour chez moi, la tête droite, j'ai trouvé Caroline dans la cuisine. Elle souriait trop vite. « Alors, tu as réfléchi ?» J'ai hoché la tête. « Oui, demain. » Son sourire s'est élargi. Elle croyait que j'avais enfin cédé. Mais à ce moment précis, je savais déjà que tout ce qu'elle avait bâti allait s'effondrer. Les jours suivants, j'ai suivi leur manège en silence. Julien m'appelait, pressé, autoritaire. Caroline venait chaque soir vérifier que je ne changeais pas d'avis. Je les ai laissés croire à leur victoire, jouant le rôle de la vieille femme résignée. Mais en secret, je préparais mon dossier avec Maître Dumas. L'acte d'achat de la maison,
mes relevés bancaires, mes anciennes quittances d'impôts. Tout était classé méthodiquement dans une chemise neuve. À chaque document ajouté, ma colère se transformait en force, en stratégie. Une nuit, seule dans ma cuisine glaciale, je me suis surprise à sourire. Il pensait me plier comme toujours. Il croyait que j'étais trop lasse, trop faible. Mais il ne me connaissait pas, pas vraiment. Et cette fois, ce serait à eux d'apprendre à quel point je savais me défendre, en silence, mais avec toute la puissance d'une mère blessée et d'une femme qui ne se laisse pas marcher dessus. Le jour venu, je me suis levée avant l'aube. Dans la maison encore sombre, j'ai pris le temps d'enfiler un manteau propre, de coiffer mes cheveux et d'appliquer un léger rouge sur mes lèvres. Devant le miroir, je me suis dit, aujourd'hui, c'est moi qui mène la danse. À 10 heures, Caroline est arrivée, ponctuelle, le dossier sous le bras, son parfum envahissant l'air. Elle a jeté un coup d'œil rapide autour de la cuisine, presque triomphante. Julien, lui, est resté dehors au téléphone, impatient. Caroline a posé la pochette sur la table. On va enfin pouvoir finaliser. Tout sera plus simple après. J'ai ouvert le dossier lentement, faisant mine de lire chaque ligne alors que je les connaissais par cœur. Ses doigts pianotaient nerveusement. J'ai pris le stylo, les tourné dans ma main, puis les reposé. J'aimerais qu'on se rende ensemble chez le notaire pour signer devant lui, ai-je dit calmement. Caroline a blêmi. Ce n'est pas nécessaire. Pour moi, si, ai-je répondu en soutenant son regard. Elle a tenté un sourire crispé, comme tu veux. L'après-midi même, nous sommes allés chez Maître Dumas. Julien avait rejoint Caroline, agacé par ce détour inutile, pensant que tout se passerait comme prévu. Le notaire nous a accueillis avec neutralité. Madame Lemoine, Monsieur et Madame Martin, installez-vous. Je me suis assise face à eux. Caroline évitait mon regard, Julien semblait perdu, comme s'il ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait là. Maître Dumas a pris la parole. Avant toute chose, j'ai ici un document enregistré hier à la demande de Madame Lemoine. Une opposition conservatoire sur la propriété de la maison et un refus officiel de donation. Julien s'est redressé, surpris. Caroline a blêmi. Quoi ? Murmura-t-elle. En conséquence, continua le notaire, l'acte que vous tentez de lui faire signer n'a aucune validité. Madame conserve la pleine propriété de son bien et la gestion exclusive de ses finances. Toute tentative de signature forcée serait qualifiée d'abus de faiblesse. Un silence lourd tomba dans la pièce. Julien me regardait, les yeux grands ouverts, cherchant ses mots. Caroline, figée, ses mains tremblantes sur la pochette. Je me suis levée lentement. Vous pensiez que je ne verrais rien ? Dis-je d'une voix douce. Mais j'ai tout vu, tout compris, et c'est fini. Julien ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Caroline rassembla ses affaires maladroitement, le rouge montant à ses joues. Je les ai laissées là, dans le silence du bureau, et je suis sortie. Dans la rue, l'air froid m'a saisi, mais une chaleur nouvelle m'habitait, celle d'avoir retrouvé ma dignité. Le lendemain, Maître Dumas m'a remis un dossier complet, titre de propriété, compte séparé, opposition notariée. J'avais tout récupéré, sans crier, sans fracas. Quelques jours plus tard, Julien m'appela. On ne voulait pas te faire de mal, maman. Je lui répondis simplement, je sais. Mais moi non plus. Puis j'ai raccroché et j'ai souri. Pour la première fois depuis des années, parce que je savais que c'était fini, et qu'il ne pourrait plus jamais me prendre ce qui m'appartenait. Je n'ai pas cherché à les revoir. J'ai tourné la clé de ma porte derrière moi, comme on ferme un chapitre. Mais je savais qu'il reviendrait. Julien restait mon fils, malgré tout. Caroline, elle, n'avait pas encore compris que son emprise était terminée. Une semaine plus tard, en pleine soirée, alors que je préparais une soupe, on frappa à la porte. Je savais déjà qui c'était. Julien entra le premier, la mine basse. Caroline le suivit de quelques pas, son sac serré contre elle. Il ne disait rien. Julien prit place à ma table sans demander, fixant longuement ses mains jointes. « Maman », finit-il par dire d'une voix rauque, « Je n'ai pas répondu, on voulait seulement t'aider, mais on s'est trompé. » Je restais immobile, silencieuse. Caroline pensait qu'elle pouvait gérer à ma place, qu'elle savait mieux que moi. La voix de Julien s'était brisée. Il ne pouvait plus continuer. À côté de lui, Caroline fixait la nappe, incapable de soutenir mon regard. Alors, dans ce silence, j'ai pris le dossier posé sur le buffet. Je l'ai ouvert devant eux, titre de propriété, compte bancaire à mon nom seul, opposition notariée, menace de plainte pour abus de faiblesse. Je les ai laissés lire, feuillet après feuillet. Julien devint livide,
Caroline recula, ses mains crispées sur son sac. Puis, calmement, je refermai le dossier et le reposai sur la table. « Vous êtes venu reprendre vos affaires ?» dis-je d'une voix douce. « Tout est en règle ici. Vous pouvez partir. » Julien tenta un geste vers moi, mais je me levai avant qu'il ne touche quoi que ce soit. « Vous avez tout pris, mon argent, ma confiance, mes années, mais plus jamais vous ne prendrez ma dignité. » Caroline murmura un faible « Ok », mais je ne la regardais même pas. Je restai debout, droite, laissant mes mots flotter dans la pièce comme un coup près. « Maintenant, partez. » Ils se levèrent lentement, ramassèrent leurs affaires et quittèrent la maison. Julien lança un dernier regard en arrière, mais je ne bougeais pas. Mes yeux restaient fixés sur la porte jusqu'à ce qu'elle se referme derrière eux. Le silence revint. Épais, apaisant. Un silence où plus rien ne pouvait m'atteindre. Je m'assis à la table, seule, et respirai profondément. Ils avaient cru que je me tairais toujours, mais ce soir-là, c'était mon silence qui avait tout repris. Ma force, ma justice. Sans cri, sans hurlement. Juste un geste, un dossier, et la certitude qu'il ne pourrait plus jamais rien contre moi. Le lendemain matin, la lumière filtrait doucement à travers les rideaux blancs. La maison était calme, trop calme pour ceux qui ne savent pas aimer la solitude. Pour moi, elle était enfin redevenue mienne. Chaque pièce vibrait au rythme de mon cœur, de ma mémoire, de ma dignité retrouvée. Je me suis assise près de la fenêtre, ma tasse de café fumante à la main, et j'ai laissé mes yeux se perdre sur le jardin encore couvert de givre. La veille, après leur départ, je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas souri non plus. Je m'étais contentée de ranger la table, de fermer la porte à double tour, et de monter me coucher. Ce matin-là, j'ai compris, ce que je ressentais n'était ni tristesse, ni joie. C'était sérénité. Pendant des années, j'avais vécu avec un nœud dans la poitrine, peur d'être un poids, honte de demander, crainte d'être vue comme une vieille femme inutile, bonne à dépouiller. Mais aujourd'hui, je n'avais plus peur. J'ai mis mon manteau et suis sortie dans le jardin. La terre gelée craquait sous mes pas, mes rosiers dormaient sous la neige. Mais moi, je me sentais plus vivante que jamais. Le téléphone sonna dans la maison. Je ne me pressais pas. Quand je décrochais, la voix de Julien résonna, hésitante, fatiguée. « Maman, je voulais juste dire que, je suis désolée. » Je restai silencieuse. « Je sais que je t'ai laissé tomber et que je ne mérite plus ta confiance, » continua-t-il, « mais je vais tout faire pour la regagner. Je voulais juste que tu le saches. » Je répondis d'une voix calme, pleine de force, « Je sais. » Et cette fois, il n'y avait plus rien à dire. « On verra, Julien, on verra. » Puis j'ai raccroché. Une larme a roulé sur ma joue. Pas une larme de douleur, une larme de libération. Depuis ce jour, je vis autrement. Je prends soin de moi. Je fais mes courses tranquillement. Je cuisine ce que j'aime. Je m'autorise à mettre le chauffage à 20 degrés quand j'ai froid. Je m'offre parfois un bouquet de fleurs en rentrant du marché, parce que je le mérite. Je n'attends plus que le bonheur vienne à moi. Je le crée avec mes mains, mes pas, mes choix. J'ai même écrit une lettre à Caroline. Pas pour lui pardonner, je ne pardonne pas, mais pour lui dire qu'elle m'a appris, malgré elle, qu'on ne doit jamais laisser personne décider à notre place. Chaque matin, quand je m'assois à ma fenêtre, je me parle doucement. Tu as tenu bon, tu as su dire non. Maintenant, c'est à toi de vivre. Je pense souvent à toutes celles qui, comme moi, ont trop longtemps courbé l'échine. Toutes ces femmes qui se taisent pour ne pas perdre ce qu'il leur reste. Je voudrais leur dire, se taire n'est pas céder. Le silence, s'il est choisi, peut être une forme de justice. Parce que parfois, ce n'est pas la voix qui fait peur aux injustes, mais le regard droit et le refus tranquille de plier. Aujourd'hui, je choisis la paix. Pas pour eux, pour moi. Et si vous m'écoutez, vous qui vous reconnaissez peut-être dans mes mots, souvenez-vous, on ne vous vole jamais entièrement tant que vous avez la force de vous relever. On ne vous efface jamais tant que vous restez debout. Le silence peut être justice. Et il n'est jamais trop tard pour se rappeler qui l'on est. M.